Évoqué dans les grands débats politiques de notre ère, le dialogue est de plus en plus présenté comme la méthode par excellence pour dégeler les crises les plus profondes au sein des États africains. Parmi cette procession de personnalités pro-dialogue figure l'une des personnalités les plus emblématiques en matière de leadership, je vais nommer le feu président Félix Houphouët-Boigny. Lors d'un discours, le grand homme d'État laissait notamment entendre ce qui suit. Je cite, le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Alors, sur Afrique Stratégie, nous avons décidé de réfléchir plus profondément sur la question. En quoi le dialogue serait-il aussi important pour notre vivre ensemble? Le dialogue a-t-il toujours fait ses preuves? Ne serait-il pas plutôt judicieux de faire parfois appel à la pression pour fléchir de potentiels durcissements? Pour en parler, ce matin, nous avons fait appel à un leader panafricaniste, un analyste, communicateur et stratège politique, le coach Patrick Armand-Pognon. Mesdames et messieurs, restez avec moi, on le retrouve tout juste après ceci, depuis le studio Augustine, Ananatou Adamo Delomé, après cette pause publicitaire. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand-Pognon. Professeur Patrick Armand-Pognon, bonjour. Bonjour. L'émission Stratégie de ce lundi va commencer avec un nom. C'est celui du coach Dassondo Jonas du Bénin. Il est docteur en agronomie et secrétaire général adjoint du comité scientifique de l'UBCD. Il est aussi DG de II Consulting. Cocodé Rebecca vit en France. Elle est pharmacien biologiste et praticien hospitalier. Deux heureux élus du jour, coach Pognon. Quel est votre message à leur endroit? D'abord, leur dire combien je les aime. Vous savez, que ce soit le coach Dassondo, que ce soit le coach Rebecca, ils ont un parcours excellent, un parcours professionnel de plus en plus affiné. Ce sont des personnes d'une contribution incommensurable dans notre organisation. Je me dois d'abord de saluer ma joie, ma fierté de les avoir comme collaborateurs et ensuite décréter pour eux le meilleur dans tous les domaines de leur vie. Oui, il y a des projets pour Rebecca, il y a des projets pour Dassondo. Je voudrais décréter que ces projets voient le jour aujourd'hui avec la facilité que peut rencontrer quelqu'un qui a Dieu avec lui. Oui, jusqu'à présent, ils l'ont fait par leur intelligence, leur force et leur capacité. Je décrète désormais qu'ils le feront au nom de l'Éternel, au nom de Dieu lui-même, et les portes seront ouvertes désormais devant eux partout où ils vont passer. Je décrète les portes de la santé j'ouvre les portes de la santé dans leur vie. J'ouvre les portes du bonheur dans leur vie. J'ouvre les portes de la prospérité dans leur vie. Et je ferme toutes les portes qui ne sont pas bonnes pour eux. À eux de célébrer ça, pour voir ça se réaliser dans leur vie. Ce matin, nous parlons du dialogue en tant qu'arme d'effort. Déjà, coach Pognon, c'est quoi le dialogue dans vous, votre conception? Quand vous prenez les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, un homme qui a fait de grandes études sur l'efficacité maximale des êtres humains, il a dit quelque part qu'ils font l'effort toujours de comprendre les autres avant de vouloir se faire comprendre. Comprendre les autres avant de vouloir se faire comprendre. Si je ramène ça dans le sens du dialogue, je dirais que le dialogue, c'est le fait de s'ouvrir à l'autre pour le comprendre, afin de l'aider à nous comprendre nous. Le dialogue, c'est le fait de s'ouvrir à l'autre pour le comprendre, afin de l'amener à nous comprendre nous aussi. Donc, le dialogue, c'est créer la compréhension. Vous savez, il y a 2 personnes à Porto Novo, au Bénin, qui ont trouvé de l'argent, 10 000 au même moment. L'un dit dans la langue Goum, une langue du Bénin, qu'il doit partager. L'autre ne comprenant pas Goum, il dit en langue Yoruba, jamais on doit partager. Donc les deux étaient en train de se bagarrer. Alors qu'il disait la même chose. Alors il a fallu une 3e personne pour venir les aider à se comprendre. Donc la 3e personne a créé le dialogue. Donc le dialogue, c'est s'ouvrir à l'autre pour le comprendre et ensuite pour que l'autre aussi puisse me comprendre. Alors en quoi est-ce que ça constitue une arme pour les hommes forts? Nelson Mandela serait resté en prison s'il n'avait pas dialogué. Il n'aurait jamais été président de l'Afrique du Sud. Il n'aurait jamais permis à son peuple de connaître la possibilité de diriger l'Afrique du Sud. Il n'aurait pas permis à Patrick Motsepe d'être aujourd'hui le plus riche de l'Afrique du Sud. Bref, si Nelson Mandela avait refusé de dialoguer, il serait mort comme un poltron en prison.
son peuple serait encore aujourd'hui en train d'être martyrisé. Et donc, si nous ne dialoguons pas, nous prenons la petite porte. Parce que nous prenons le risque qu'à la première occasion, nous serons décimés, nous serons détruits, nous serons anéantis. Le dialogue, c'est l'arme de ceux qui ont compris les 7 habitudes des gens efficaces. Le dialogue, c'est ceux qui ont compris qu'il faut d'abord comprendre l'autre avant de vouloir se faire comprendre. Donc, vous comprenez que si sans le dialogue, on finit martyrisé, on finit aigri, on finit malade, on finit pauvre, on finit divorcé, on finit en faillite et tout. Si on comprend que sans le dialogue, tout ça là nous guette, vous comprenez que les personnes qui ont compris les habitudes des gens efficaces ne peuvent qu'opter peu pour le dialogue. Est-ce que nous pouvons, par exemple, professeur Pognon, enfermer le dialogue dans seulement le gouffre politique, ou nous pouvons, par exemple, l'ouvrir à d'autres circonstances, par exemple? Je l'ai ouvert subtilement déjà dans ma précédente réponse que l'absence de dialogue apporte le divorce. Donc, je l'ai ouvert déjà là-bas. Dans le domaine familial. Entraîne des bagarres économiques, des guerres et tout. Donc, c'est pour dire que c'est dans tous les domaines. Même si vous prenez la santé, c'est parce que nous ne dialoguons pas avec notre corps que nous sommes tout le temps en train de courir voir un médecin. Très rapidement, comment est-ce que ça se fait, dialoguer avec son corps, coach Pognon? Ah ben, et qui écoute mon corps. Il est fatigué, il veut le repos, je lui donne le repos. Si je ne l'écoute pas et que j'écoute quelqu'un d'autre, ah non, il y a problème. Vous savez, le médecin, il suppose connaître mon corps. Il suppose avoir la solution pour mon corps. Et il me donne une supposition. Or, la meilleure personne qui est censée connaître mon corps, c'est moi-même, en dialoguant avec mon corps. En dialoguant, en causant avec mon corps. Donc, il est important que nous puissions comprendre que le dialogue, je donne un exemple très simple. Remercier les organes de mon corps, c'est un dialogue. C'est de la gratitude. Donc, bref, c'est pour dire que dans tous les domaines de la vie, il vaut mieux dialoguer que supposer. Il vaut mieux dialoguer que imaginer. Il vaut mieux dialoguer qu'avoir raison. Il vaut mieux dialoguer parce que, comme le président Gbagbo le dit, en nous asseyant et en dialoguant, on trouve une solution. Vous voyez, le président Gbagbo va dans quelques jours rejoindre la Côte d'Ivoire avec les honneurs. Il va rejoindre la Côte d'Ivoire avec une résidence d'homme d'État qui lui sera accordée, avec du personnel à la maison, des garde-corps, des véhicules d'État et tout ça, avec un rappel de ses salaires sur près de 10 ans, ce qui doit faire 2 milliards et quelques qu'on doit lui verser. Mais il n'aurait pas eu tout ça si il n'a pas pris son téléphone un jour pour appeler le premier ministre de Côte d'Ivoire pour lui dire « asseyons-nous, dialoguons ». Donc c'est très important qu'on comprenne que dans le dialogue, on trouve les meilleures solutions qui permettent à tout le monde de gagner sans combattre. Lorsque nous parlons de dialogue, il y a beaucoup de personnes qui pensent directement crise. Est-ce que nous devons attendre les situations conflictuelles pour enclencher le dialogue? Non, d'abord, l'absence de dialogue entraîne la crise. Et c'est plus difficile de dialoguer en période de crise. Il vaut mieux dialoguer avant. Je donne des exemples très simples. Mon mari est rentré à la maison, j'ai vu une tache sur son costume, et je dialogue. Et c'est là qu'il va m'expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est peut-être ma propre mère qu'il est allé saluer, qu'il a embrassé, il y a une tâche. Donc vous voyez un peu, alors que moi, pour n'avoir pas dialogué, je crée une crise difficile. Je prends mon téléphone, j'appelle mon épouse, elle ne décroche pas. Je commence pas à m'énerver avant de dialoguer. Non, dans tous les cas, dialoguons. Parce que dans le dialogue, nous allons nous comprendre. L'autre va comprendre l'autre, l'autre va comprendre l'autre. Et surtout, je suppose même que le monsieur est infidèle. Très souvent, l'infidélité est créée par une situation. En dialoguant, nous allons régler le problème et il n'y aura plus infidélité. Donc, c'est très important de toujours dialoguer. Vous pouvez dans la gestion des ressources humaines, on dit quelqu'un a fait une faute professionnelle. Et dans la procédure, on dit il faut lui donner une demande d'explication. C'est pour créer le dialogue. Je dois le comprendre avant de dire il a tort. Il va falloir que je puisse le comprendre. Alors, coach Pognon, vous dites quelque chose tout à l'heure là. Je voudrais vous demander, par exemple, une personne qui m'a fait du mal ou qui a tenté, par exemple, à atteindre à ma vie. Est-ce que je dois dialoguer avec cette personne? Oui. Oui, et je voudrais que, écoutez-moi bien, parce que je ne sais pas comment on va le dire suffisamment fort pour que les gens retiennent. L'autre a attenté à ma vie parce qu'il pense que je suis une menace pour lui. Le dialogue va permettre de l'aider à comprendre que je ne suis pas une menace pour lui. Si vous êtes une menace pour quelqu'un, lui aussi prend des dispositions pour vous nuire. Parce que moi, quand je vois les opposants pleurnicher en Afrique, je dis, mais vous menacez tout le temps le chef de l'État. Et vous voulez que lui
il ne freine aucune disposition et qui vous laisse arriver au pouvoir pour lui prendre le pouvoir, il y a un problème. Mais cessez de le menacer. Il a les armes, il a l'armée, il a la police, il a la justice, il a tout à ses ordres. C'est comme ça. Faut pas qu'on se trompe. Démocratie ou pas démocratie, l'armée, la police, la justice, tout ça là, le président contrôle ça. Dans tous les pays du monde, le président contrôle ça jusqu'à une proportion donnée. Ça là, c'est clair et net. Maintenant, il a tout ça avec lui. Écoutez, je vais vous donner encore un cas pratique. Pourquoi vous ne voyez pas que c'est Patrick Armand Pouillon qui donne des jugements? Je n'ai pas pour l'habitude de donner des faits étudiés. Je vous dis, Nelson Mandela, ses collaborateurs lui demandent pourquoi tu dialogues et donnes de la considération à des gens qui ont tué tes amis, à des gens qui t'ont mis en prison 27 ans. Il dit parce qu'ils ont toujours l'armée, ils ont toujours les finances. J'ai besoin d'eux pour construire ce pays. Tant que je serai une menace pour eux, ils vont continuer par tuer mes amis. Vous dites qu'ils ont déjà tué mes amis. À cause de mon comportement, ils vont en tuer d'autres. Et dans beaucoup de pays africains, le manque de dialogue crée problème. Regardez au Burkina, 130 et quelques morts la dernière fois. Vous croyez que si les Burkinabés dialoguent entre eux et que personne n'a envie que le président échoue coûte que coûte, parce que c'est ça. La population qui collabore à ça parce qu'il ne trouve pas son compte dans la gouvernance. Résultat, il collabore avec des terroristes contre sa propre population. Dans le dialogue, on évite ça. C'est le manque de dialogue. Regardez au Mali, si le président Ibeka avait eu un dialogue sincère avec l'opposition, il serait encore président aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est très important. Vous prenez même le président Bandao. S'il avait eu un dialogue sincère avec le vice-président Goïta, de manière à ce qu'on trouve une solution. Il y a des facilitateurs, il y a des spécialistes pour permettre à l'un de comprendre l'autre. Mais quand il y a des malentendus et quelqu'un veut faire passage en force, il prend le risque que l'autre soit plus rapide que lui. C'est ce qui s'est passé au Mali. Vous parlez tout à l'heure de l'État, coach Pouillon. Dans le cas où je suis par exemple fort plus que l'autre, est-ce que le fort doit négocier avec le faible? Ah oui, il faut négocier pendant que je suis fort. Là, la négociation va m'arranger. Mais il y a ce qu'on appelle l'art du retournement des situations. Ce n'est pas parce que je suis fort à 9 heures que je serai fort à 10 heures. Il vaut mieux donc négocier pendant que je suis fort à 9 heures. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez le cas de Pascal Lissouba au Congo. On a demandé à Pascal Lissouba à 11 heures de négocier avec Sassou Nguesso. Pascal Lissouba a refusé le dialogue à 11 heures. À 12 heures, il doit fuir pour aller à l'aéroport pour quitter le pays. À 11 heures, c'est lui qui était en position de force. Il a refusé le dialogue. L'Angola, qui a 27 ans de guerre civile, est rentré aux côtés du président Sassou Nguesso et le président Lissouba a été obligé de fuir pour aller à l'aéroport. Pareil pour Nicéphore Soglo Benin. Il était le tout-puissant président en 1995 ou 96. Mais il a fallu que quelques heures, passation de service, pour que Nicéphore Soglo revienne du pays et un garde-corps sous prétexte, un policier sous prétexte de contrôle est en train de mettre fusil sur Nicéphore Soglo à l'entrée de contrôle. Vous comprenez un peu? Donc, nous avons un pouvoir de l'instant. Faisons en sorte de dialoguer pendant que c'est nous qui avons le pouvoir de l'instant, parce que nous n'avons pas le pouvoir du futur. Le futur ne dépend pas de nous. Dialoguons pendant que nous sommes forts pour que le dialogue soit en notre faveur. Ce que vous venez juste de dire, est-ce que je peux résumer comme ceci par exemple? Ce qu'un homme est lancé peut demander à un homme coexiste toujours. Est-ce que c'est ça? Mais c'est évident. Ah, mais c'est évident. Pour sortir de chez moi, j'ai besoin d'un certain nombre de collaborateurs pour travailler. Si nous ne comprenons pas ça, c'est difficile. Donc le dialogue, c'est l'arme des forts. Ce n'est pas parce qu'un géant s'abaisse au pied d'un nain pour lui demander pardon ou pour dialoguer avec lui qu'il est devenu petit. Bien au contraire, il est devenu plus grand. Personnalité de l'opposition et syndicats en arrivent parfois, professeur Pouillon, à inviter les gouvernants au dialogue. Pourquoi personne ne les prend au sérieux? Non, parce que je vais vous donner un cas pratique et vous allez comprendre. Pourquoi, quand madame dit à son mari, je vais dialoguer, le mari fuit? Parce que pour madame, le dialogue veut dire, tu vas t'asseoir, je vais me plaindre. Tu vas t'asseoir, je vais t'insulter. C'est ça le dialogue dans certains couples, en tout cas pour certaines femmes. C'est ça que l'homme fuit.
Parce qu'il sent ça, il ressent ça. Son esprit le prévient. Donc, si de la même manière, le syndicaliste estime que le dialogue, c'est venir imposer son point de vue à l'autre, si l'opposant pense que le dialogue, c'est venir imposer son point de vue à l'autre, il y a problème. Je vais aller encore plus loin. Ça peut aider des opposants. Vous savez, dans plusieurs pays d'Afrique, les opposants réclament le dialogue. Mais eux-mêmes ne font pas dialogue dans leur camp. Parce que le gouvernement va recevoir les opposants, ils sont 30. Chacun avec des points de vue différents. Quel dialogue on peut faire comme ça? Mais que l'opposition organise d'abord son dialogue pour avoir des revendications harmonisées à présenter à leur interlocuteur. Le dialogue d'abord en son sein. Le dialogue d'abord en son sein. Parce que quand vous êtes divisé, vous allez voir l'autre, c'est difficile dans le bruit de pouvoir s'entendre sur quelque chose. Donc il faut d'abord que l'opposition, vous voyez par exemple au Tchad, j'apprécie le fait que l'opposition, il y a une clarification. Il y a une opposition qui a décidé de façon responsable d'assumer la transition avec la gouvernance tout en restant opposant. Et il y a une autre partie qui a dit nous n'allons pas là-bas. Donc nous avons au moins 2 groupes constitués. Vous voyez un peu. Si nous pouvons avoir au moins 2 groupes constitués ou 3 groupes constitués dans tous les pays, d'accord. Mais vous avez même parfois le même parti politique qui dont les points de vue, on en a 20, on en a 30. C'est difficile. Dialoguons d'abord en notre sein. Comme le dit quelqu'un, balayons d'abord devant notre maison et nous pouvons aller balayer devant la maison des autres. Avant d'aller au dialogue, quelles sont les conditions que les deux parties négociatrices doivent prendre d'abord en compte? Non, les affaires de conditions avant le dialogue, c'est une bêtise. Ah bon? Non, c'est une bêtise. C'est dans le dialogue qu'on obtient ce qu'on veut. Je donne des exemples très simples. Très souvent, les gens disent, on a arrêté nos collaborateurs lors des marches, on n'a qu'à les libérer avant le dialogue. Ah non, non. Vous êtes en train de dire à l'autre de vous donner un certain nombre de choses sans rien en retour. Maintenant, quand vous serez en dialogue et que vous allez dire, nous, on veut faire ça, mais qu'est-ce que vous nous donnez en retour? Lui n'a plus rien à donner. Donc, il faut aller au dialogue. Et c'est au dialogue maintenant que les préliminaires, c'est-à-dire on rentre dans la discussion et vous allez maintenant expliquer à la personne. Si nous, par exemple, nous collaborons avec vous dans ce dialogue et que nous n'obtenons rien dans les 48 heures à venir, nous ne serons plus utiles pour vous. Parce que derrière nous, une autre opposition va se constituer et va récupérer l'électorat de l'opposition. Alors, si vous ne faites... C'est ça Nelson Mandela. Allez lire les négociations avec Nelson Mandela. Ses collaborateurs ont dit, ses partenaires ont dit qu'il est en train de les trahir. Il a assumé. Mais quand il est allé avec Frédéric de Klerk en discussion, il a dit exactement ceci. Si vous ne faites rien pour moi, dans les 24 heures à venir, je ne serai plus utile pour vous parce que je vais perdre toute mon influence sur le groupe que vous voulez influencer à travers moi. Alors vous devez me donner quelque chose. Oui, c'est ça le dialogue. C'est de ne pas venir, moi j'exige. Non. Justement, vous parliez un instant de ne pas imposer son point de vue. Oui. Est-ce que ce n'est pas une condition, par exemple? On ne peut pas exiger ça à une condition? Non, moi j'ai dit, au fait, ça c'est une barrière de dialoguer. Il faut apprendre à dialoguer. Donc vous voyez Nelson Mandela, il dit, moi c'est pas moi, hein. Si vous voulez, on continue la discussion comme ça, et dans quelques jours, je n'aurai aucune influence, et donc je ne vous servirai à rien. Mais si vous voulez que j'ai une influence sur mon groupe, vous devez m'accorder quelque chose. Et on dit quoi, par exemple? Il dit le président de notre parti politique n'est pas en Afrique du Sud. Il est exilé à l'extérieur. Il faut qu'il vienne sur le territoire. Même si c'est moi, je dois continuer les discussions. Il faut que lui vienne sur le territoire. Sinon, il a l'impression que je tiens sa place. Et on a fait venir le président de son parti. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça le dialogue. C'est pas on ne mine pas dans un dialogue. Non, c'est pas la guerre. C'est pour éviter la guerre qu'on dialogue. Donc, quand je vais au dialogue, c'est pour échanger, amener l'autre à se rendre compte qu'il doit faire quelque chose pour moi, afin que je sois crédible pour lui permettre d'influencer mon groupe, puisqu'il dialogue pour influencer mon groupe. Donc, pour que je l'aide à influencer mon groupe, il faut qu'il puisse m'accorder quelque chose. Il va m'accorder.
2 jours après, je reviens. Merci beaucoup pour ce que vous avez accordé. Vraiment, ça a permis au sein du groupe que ma légitimité soit installée. Maintenant, quand je leur parle, ils m'écoutent. Nous avons donc tenu une réunion et au cours de cette réunion, ils ont dit que si vous me prenez au sérieux et que ce n'est pas de la manipulation, il va falloir que vous m'accordez aussi quelque chose entre... Parce que si tu lui demandes une seule chose, il accorde, c'est comme si c'est toi qui décides maintenant. Entre temps et temps, si vous pouvez m'accorder quelque chose, moi je n'hésite rien, hein. C'est juste pour l'efficacité du dialogue que nous sommes en train de faire. Ouais, c'est ça. Et quand nous venons en couple, ça marche. Chérie, vraiment, je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je vais changer ton repas. Je veux que tu manges le repas des gens importants. Parce que moi là, je vais vivre longtemps. Et je souhaite que toi-même tu vives longtemps. Afin qu'on puisse vivre ensemble longtemps. C'est pourquoi, si tu veux augmenter un peu le prix des condiments, tu vas voir que le repas va changer pour ton bonheur. Il va donner. Mais tu viens avec ce que tu fais n'est pas bon. Il va falloir que bon, tu vois, tu crées des problèmes. Donc le dialogue, c'est l'âme des forts. Vous voyez que vous, à travers cette émission, vous êtes en train de voir la sagesse, l'intelligence de Félix Houphouët-Boigny. Un homme exceptionnel. Exceptionnel. Un homme exceptionnel. Félix Houphouët-Boigny, qui mérite d'être étudié. Quand vous félicitez Nelson Mandela, c'est parce qu'il a étudié ces hommes-là qui l'ont précédé, afin de tirer des enseignements dans leur vie. Ça lui a permis d'avoir le recul, d'avoir appris à travers leur vie à eux. À partir de tout ce que vous avez déjà dit, professeur Pognon, quels sont donc très clairement les avantages du dialogue? Il n'y a que des avantages. Je ne vais même pas les citer. Il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. L'autre chemin, c'est la guerre, c'est la catastrophe. L'autre chemin, c'est la faillite. Hein? Tu as un peu aujourd'hui, tu refuses de dialoguer, le peu que tu as là, être de finir. Hein? Et même celui qui est au pouvoir, qui refuse de dialoguer, il prend le risque à tout moment d'être assassiné. Il prend le risque à tout moment d'être en difficulté. Il prend le risque que la roue tourne. Il y a l'art de retournement des situations. Personne ne peut imaginer Idriss Déby venant d'être réélu, se voir assassiné aussi facilement que ça. Un homme de guerre, comme il n'y a rien de possible dans la vie. Donc, il va falloir que nous puissions privilégier l'âme du dialogue. Un peuple uni gagne tout. Quand on est divisé, on perd tout. La parole de Dieu dit, une maison divisée contre elle-même va s'écrouler. Une question que sûrement beaucoup de personnes voudraient vous poser déjà, professeur Pognon. Est-ce que parfois on ne doit pas faire une pression afin d'éviter des durcissements, par exemple, dans le groupe? Non, pression de quoi? Essayer de faire un peu de violence, par exemple, sur les enfants. Non, la meilleure violence, c'est la stratégie. Et comment est-ce que ça se fait? Je vous donne des exemples très simples. Nelson Mandela veut que son président rentre en Afrique du Sud. Il n'a fait aucune violence. Nelson Mandela veut que, comment on appelle, on accorde tel droit. Il n'a fait aucune violence. Et vous avez vu, à la fin, il est devenu ami de Peter Botha. Ils sont devenus amis. Le dialogue vous rapproche. Parce que vous comprenez l'autre. Les amis, retenez une chose. Celui qui a tué le père de quelqu'un avait certainement des raisons de le faire. Il va falloir que je comprenne ces raisons afin de l'amener à comprendre ma frustration, à comprendre ma déception, à comprendre mon malaise. Vous prenez par exemple le Burkina Faso qui veut juger Blaise Compaoré pour l'assassinat de Thomas Sankara. Mais est-ce que quelqu'un s'est mis à la place de Blaise Compaoré pour voir combien ce monsieur, pendant 30 et quelques ans, après l'assassinat de Thomas Sankara, a été martyrisé par ça? Ça souffre mieux que quiconque de la mort de Thomas Sankara. Qui s'est mis à sa place pour se demander qu'est-ce qui a amené quelqu'un à faire ça? Oui, on est fort dans ça. On parle de la France, on juge la France et tout. Mais nous n'avons pas dit que nos dirigeants doivent nous défendre. La France a eu des dirigeants qui sont venus en Afrique, qui ont vu des traîtres africains qui les ont aidés à voler l'Afrique. Mais c'est pour dire que tant que nous voyons les choses de notre point de vue, nous ne pouvons pas voir les choses réellement. Il faut voir les choses du point de vue de l'autre autant que de notre point de vue. Et c'est comme ça que nous pouvons gagner, c'est comme ça que nous pouvons réussir, c'est comme ça que nous pouvons avancer. Si nous voyons les choses seulement de notre point de vue, ça ne peut pas marcher. Il faut voir les choses du point de vue de l'autre autant que le mien. Ma femme est malheureuse. Est-ce que c'est bon qu'elle soit malheureuse? Si elle est malheureuse, je suis en danger. Si je ne comprends pas ça, et je dis, moi je m'en fous, je me mets en danger. Donc c'est très important
de voir les choses. C'est-à-dire, quand que le gouverneur se mette à la place de l'opposant, si j'étais opposant et on me traite comme ça, est-ce que ce serait bien? Est-ce que ce serait bien? De la même manière que l'opposant voit les choses du point de vue de celui qui est au pouvoir. Si nous pouvons aller dans ce sens, tout le monde se sentira bien. Mais j'ai foi que l'Afrique trouvera, comme dans le passé, la sagesse africaine triomphera sur les bêtises qu'on nous a enseignées dans l'école soi-disant de Jules Ferry, qui ne nous a rien appris de concret et d'efficace. Est-ce qu'à ce niveau déjà on peut retenir définitivement, professeur Pouillon, que le dialogue est ce qu'il faut vraiment à l'Afrique? Oui. L'Afrique conflictuelle. Ah oui. Le dialogue, c'est pas ce qu'il faut à l'Afrique. L'Afrique dialogue toujours. Hein. C'est non, c'est les intellectuels qui se laissent manipuler par des soi-disant conseillers venus de nulle part là, qui manquent de dialogue. Sinon, l'Afrique dialogue toujours. Ah, l'Afrique dialogue toujours. Sans dialogue, il n'y a rien. Il faut toujours dialoguer. Il faut toujours dialoguer. Il faut toujours dialoguer. C'est-à-dire que, on dit une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Il faut toujours dialoguer. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez, au Burkina, le tribunal départemental est présidé par le préfet. Et un préfet a fait sa formation de coach. Après la formation, 2 personnes sont venues, quelqu'un est venu se plaindre d'un autre, comme quoi il est allé acheter un appareil à 45 000, il est rentré, l'appareil n'a pas marché, et il est revenu, l'autre dit, il est d'accord pour lui remplacer ça, mais il n'a plus d'appareil de 45 000, donc il va acheter 20 000 pour prendre celui de 65 000. Alors il ne veut pas, il a déposé plainte. Alors le préfet lui dit, bon, tu sais, toi aussi tu devais vérifier l'appareil avant d'amener à la maison. Il dit oui. Et donc, si tu vas forcer, on peut encore te condamner. Il dit oui. Il dit alors, est-ce qu'au lieu de 20 000, tu peux pas donner 10 000 et donc perdre 10 000, l'autre aussi va perdre 10 000 et tu vas avoir l'appareil. Il dit oui. Il appelle l'autre maintenant. Il dit, mon frère, il veut appareil de 45 000, il veut pas appareil de 65 000. Mais le gars dit, je n'ai pas de 45 000. Il dit, mais toi aussi perds 10 000, lui-même va perdre 10 000. Et puis, il dit, d'accord. Il prend les 10 000, il remet l'appareil, il dit, saluez-vous. Ils se sont salués, ils sont partis. C'est ça le dialogue. Ils ne vont pas chercher demain à se faire du mal. Lorsque vous ne dialoguez pas, vous prenez le risque que lorsque le pouvoir change de camp, l'autre aussi va vous faire du mal. Kouadio Kérékou a accepté de dialoguer en 1990, ça a sauvé sa tête, ça a sauvé son régime, ça lui a permis de revenir au pouvoir après. Le dialogue est l'âme des forts, des personnes intelligentes et qui gagnent. Alors, professeur Pouillon, quel message donc à l'endroit de l'élite dirigeante, à l'endroit des leaders africains? Non, je l'ai dit que soit ils dialoguent maintenant, soit les situations vont les obliger à dialoguer. C'est un choix. Soit ils dialoguent maintenant, soit les situations vont devenir compliquées un jour et ils seront obligés de dialoguer. Alors quand on dialogue, quand on est en position de force, on tire les ficelles du dialogue. Quand on attend des situations compliquées pour dialoguer, on n'a plus les cartes en main. Lissouba aurait dialogué, il serait mort président. Aujourd'hui, il est mort en exil. Vous voyez, c'est ça. Il faut dialoguer. Kabila a refusé de dialoguer. Aujourd'hui, il est en train de perdre tous ses pouvoirs dans ce pays-là. Kabila, le tout-puissant Kabila, est en train de perdre tous ses pouvoirs. La plupart de ses collaborateurs sont en train d'être arrêtés à tour de rôle parce qu'il a refusé le dialogue. Et je voudrais dire à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de ne pas faire comme lui. Donc, de ne pas aussi refuser le dialogue et se retrouver en difficulté après. Le dialogue est l'arme des forts. Rappelez-nous les informations sur la nouvelle licence en coaching intégral. 5 juillet 2021, nous allons commencer la licence en coaching intégral. Et cette fois-ci, je vais commencer avec contexte, utilité et densité du coaching intégral. Il faut que nous comprenions exactement ce que ça. Et surtout, que nous ayons de façon très claire, dès la première communication, les méthodologies. Le coaching, c'est du lourd, c'est du solide, c'est du concret. Oui, quand vous faites du coaching, vous avez la solution à vos problèmes. Vous n'avez pas à courir ailleurs, puisque la solution est en nous. Le coaching, c'est du concret. Nous allons faire la licence, permettre aux anciens de se recycler et aux nouveaux de devenir coach. Professeur Pouillon, un mot pour terminer cette émission. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que Afrique Stratégie est une émission d'éducation. D'éducation. Alors si des gens se sont sentis frustrés dans ce que nous avons dit, qui comprennent que la langue que nous utilisons n'est pas celle de nos parents, n'est pas celle de nos ancêtres, elle est compliquée à tout point de vue. C'est ça qu'on nous a donné comme langue principale, ce qui fait que nous avons toutes les difficultés du monde à dire exactement ce que nous avons l'intention de dire. Mais surtout, si vous vous sentez frustré, dialoguons pour pouvoir trouver les voies et moyens pour nous comprendre, afin que personne n'interprète mal ce que l'autre a dit. Merci, professeur. Merci.